Oui, c'est la grosse flèche. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous avez eu un bon petit break, un bon petit café. Voilà. Merci beaucoup de donner l'opportunité de parler de cyclo-logistique. Le contexte a été bien dressé par les intervenants précédents sur les objectifs ambitieux de durabilité et de décarbonation. Donc la cyclo-logistique s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Avant de parler des projets eux-mêmes, c'est l'occasion d'expliquer ce que c'est la cyclo-logistique. Peut-être qu'il y en a parmi vous pour qui c'est tout à fait familier, mais peut-être qu'il y en a pour qui ce ne l'est pas. Donc la cyclo-logistique, transport professionnel de marchandises, et pas uniquement, de services aussi, à vélo. On parle du premier et du dernier maillon de la chaîne logistique. Évidemment, on ne parle pas de longue distance, on parle de quelque chose qui est dans le périmètre d'un vélo, donc c'est dans le domaine urbain. Donc vous avez déjà un premier aperçu en visuel des activités autour de la cyclo-logistique. C'est une activité qui s'organise autour d'un hub, voilà, un centre de distribution avec des différents jobs en fait. Il n'y a pas que le métier de coursier à vélo, comme vous le voyez là, mais il y a aussi le mécano, il y a le dispatcher, parce que ça s'organise de manière professionnelle, les tournées bien sûr. Et puis alors il y a l'aspect aussi service client. En fait, la cyclo-logistique veut mettre l'accent sur un service client de qualité, et pas expédié, mais de qualité. Alors pourquoi la cyclo-logistique ? On pense tout de suite à la durabilité, mais ce n'est pas uniquement ça, et ça ne suffit pas en fait pour les opérateurs de se tourner vers le vélo pour juste une question de durabilité. C'est aussi pour son efficacité opérationnelle dans les zones urbaines et sa résilience, sa grande résilience en fait aux conditions de trafic comme on le connaît, tous et toutes, qui sont très compliquées en ville. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait une étude l'année passée sur l'aspect opérationnel et l'aspect efficacité. On a comparé les camionnettes et les vélos cargo à Bruxelles sur des flux similaires, donc chez le même opérateur qui opère avec camionnettes et vélos. Et ça nous permet, on a fait une étude scientifique en fait avec des capteurs GPS sur les véhicules. Et je vous invite à aller voir cette étude, elle est sur notre site web, qui a montré en fait que dans des conditions denses, la cyclo-logistique est plus efficace, elle fait plus de points de livraison par heure que les camionnettes. Et c'est pas très compliqué de se l'imaginer. Quand vous avez des problèmes pour vous garer ou pour ne fût-ce qu'avancer dans les rues, le vélo n'a aucun problème de ce côté-là. Mais la cyclo-logistique, en fait, elle ne s'oppose pas aux autres moyens de transport, elle est complémentaire. Donc en fait, on a parlé du dernier kilomètre, mais il faut que les marchandises arrivent jusque-là, donc forcément c'est complémentaire. C'est juste une solution qui est économiquement meilleure dans les centres denses. C'est aussi évidemment une économie durable, elle crée des emplois locaux, c'est important, et une économie souvent circulaire aussi, donc ça va dans le bon sens de ce côté-là. Et ça permet d'avoir des villes plus durables. En fait, bon voilà, on veut des villes moins polluées, moins nuisantes, moins bruyantes. La cyclo-logistique contribue à cela. On a vu que c'est des grandes ambitions sur lesquelles on doit travailler encore aujourd'hui. Et elle s'aligne parfaitement avec les objectifs européens. Je lisais dernièrement le rapport du SPF sur le progrès de la Belgique en matière on dit de neutralité climatique. Bon, ben dans le domaine du transport en particulier, il y a encore du chemin à faire. Et donc, en soi, la cyclo-logistique, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. En fait, c'est vraiment très concret et ça marche. D'ailleurs, nous avons exposé avec notre partenaire Rayon 9 un vélo cargo typique avec sa remorque. N'hésitez pas à venir voir, à venir bien comprendre concrètement ce que c'est. Alors, le potentiel de développement de la cyclo-logistique, il est vraiment grand. Il est important parce qu'un tiers de tous les trajets de transport en ville pour le transport de marchandises et de services peut être fait au moyen de vélos cargo. Donc c'est assez significatif. Et aujourd'hui, selon nos estimations en tant que fédération belge, donc on est une fédération au niveau national, on estime qu'on est à peine à 2% aujourd'hui. Donc on voit que le potentiel, en fait, il doit encore être exploité. Mais voilà, c'est tout à fait possible et il faut bien sûr soutenir ce développement. Très rapidement, donc, il y a l'aspect transport de marchandises qui peut être fait à vélo et il y a l'aspect transport de services. Qu'est-ce que sont les transports de services ? Ben, ce sont typiquement les services de proximité, le plombier, l'électricien, le chauffagiste et autres, le jardinier, le laveur de vitres. En fait, ils peuvent troquer leur camionnette pour un vélo cargo et ça marche.
en fait. On en voit de plus en plus. Moi, je suis de Bruxelles, j'en vois à Bruxelles. Et le potentiel est même plus important sur l'aspect service, puisqu'on va jusqu'à 50% des trajets pour être remplacés par des camionnettes. Sur l'aspect marchandises, on parle de 25%. Alors, la Fédération belge cyclo-logistique que je représente édite annuellement son baromètre. C'est un peu très tendance, tout le monde a son baromètre, nous avons le nôtre aussi. Et c'est important pour faire connaître le secteur et pour montrer comment il évolue. Donc en fait, je vous montre des chiffres encore du baromètre qu'on a publié il y a exactement un an, sachant que notre baromètre 2025 va être publié dans 2 semaines. Donc soyez attentifs. Déjà, il y a un an, on parlait d'une augmentation très significative des volumes, de 1,5 million à 3 millions de colis ont été livrés d'une année à l'autre, donc une augmentation x2 d'une année à l'autre en cyclo-logistique, avec, comme vous pouvez le voir, au niveau de la répartition régionale, Bruxelles largement en tête, 60%, la Wallonie vient en 3e position, après la Flandre qui est à 35%. Donc on a encore en Wallonie pas assez de cyclo-logistique, clairement, malgré qu'on a des grandes villes. Donc nous on est là pour demander des conditions favorables au développement dans ces grandes villes. Voilà, on parle aussi du nombre de kilomètres, mais c'est peut-être... on parle de 8 millions de kilomètres qui ont été faits en une année à vélo dans les livraisons. Voilà. Donc on va publier dans 2 semaines la tendance entre 2023 et 2024, sera publiée dans 2 semaines. Alors la fédération, très rapidement, nous, notre vision, c'est de placer la cyclo-logistique au cœur de la logistique urbaine pour faire des villes plus durables, plus résilientes. Et notre mission, bien sûr, de soutenir cette croissance. Donc nous sommes la représentation du secteur et des opérateurs en encourageant la coopération, influençant les politiques, mais aussi les mentalités pour atteindre ce potentiel. Donc nos valeurs, je ne vais pas les passer en revue, mais elles sont assez fortes. En fait, elles parlent de grande ambition, c'est 33%. La coopération, parce que ça ne se fait pas tout seul, on n'est pas isolé, on veut travailler avec les autres sur ce projet. La durabilité, l'innovation, bien sûr, et très important, centré sur l'humain, puisque la cyclo-logistique, c'est des gens, concrètement, qui livrent. On ne va pas remplacer, ce n'est pas notre vision de remplacer ces gens par des robots, hein, ça se fait, hein, Amazon travaille là-dessus. Ce n'est pas notre vision, on veut donner des jobs, en fait, à des gens et des jobs accessibles. Nous représentons 15 entreprises actuellement en Belgique qui représentent bien la majorité en fait, des activités cyclo-logistiques en Belgique. Vous voyez qu'on a des acteurs de toute taille. On va d'entreprises qui sont 1 ou 2 personnes à une entreprise comme Bipost qui est un des plus gros employeurs en Belgique. Donc voilà, ça fait tous ces acteurs-là en fait sont actifs en cyclo-logistique et contribuent au développement du secteur. Alors, avant d'arriver au projet en particulier que je vais détailler un petit peu, il est utile de montrer ce qu'on appelle, on a développé ce concept de Cycle Logistic Wheel, c'est-à-dire c'est l'ensemble des leviers pour développer la cyclo-logistique. Il n'y a pas de solution magique, il y a un ensemble de choses qui devraient être faites selon nous. Et ça passe par un soutien économique. Non, je vais peut-être commencer d'abord par le soutien, ce qu'on appelle culturel, c'est-à-dire faire connaître en fait que c'est une vraie solution. Ce n'est pas quelque chose pour des écologistes, c'est vraiment une vraie solution économique pour des villes durables et pour livrer en ville. L'aspect économique, bien sûr, il faudrait un soutien pour accélérer le développement de ce secteur. L'aspect infrastructure, on parle d'infrastructures cyclables en ville, mais on parle aussi des points logistiques, des hubs logistiques urbains qui permettent d'organiser les tournées à partir de ce point-là, puisque le rayon d'action d'un vélo cargo, il est en dessous de 10 km pour être efficace. Il ne faut pas faire rouler le vélo pendant 20 km avant d'arriver à son point de livraison. La camionnette sera plus efficace. Donc il faut une infrastructure adéquate. Il faut des politiques de soutien, à commencer d'ailleurs par les pouvoirs publics qui, dans leur approvisionnement pour leurs services à eux, leur logistique à eux, interne, peuvent mettre des clauses dans leur appel de marché, des clauses de durabilité et d'emploi aussi équitable, sur lequel la cyclo-logistique peut jouer un rôle, bien entendu. Alors, on a aussi les 2 derniers que je voudrais
enfin peut-être, il y a celui qui est en bas, il s'agit en fait de la coopération avec les autres acteurs du monde de la logistique, puisqu'on est un des maillons, mais on n'est pas l'ensemble. Et puis les deux derniers, c'est justement ceux sur lesquels je vais pouvoir rebondir pour parler des projets que nous avons menés. Donc il s'agit de matériel adéquat, plus robuste. Et le deuxième, l'aspect ressources humaines, c'est-à-dire l'aspect formation pour des emplois de qualité. Donc ça me permet maintenant de rentrer sur le vif du sujet, sur les deux projets que nous avons menés dans le cadre de l'appel à projet qui a été expliqué précédemment. Voilà, donc il s'agit de ces deux projets. Le premier vers une filière professionnelle de cyclo-logistique et le deuxième vers un matériel robuste, fiable pour les cyclo-logisticiens. Alors le premier projet, l'aspect filière professionnelle. Donc en fait, pour l'instant, la cyclo-logistique, les jobs ne demandent pas de qualification particulière. En fait, c'est ça qui est bien. Hein. C'est un secteur qui est très ouvert pour les gens qui veulent y jouer un rôle. Mais le secteur, à long terme, nécessite tout de même de se structurer. Et l'objet de ce projet, c'est de contribuer à cette structuration en créant une formation pilote complète pour devenir coursier en cyclo-logistique. Alors, on a mené ce projet avec nos partenaires donc, de Rayon 9 et du Forum, du centre de compétences, qui sont tous les deux présents également ici, et qui sont également tout à l'heure, pendant les breaks et le lunch, vous pouvez venir nous rencontrer près du vélo cargo. Donc, contribuer à structurer le secteur, mais aussi à l'insertion de chercheurs d'emploi. Donc, c'est un projet de courte durée, puisqu'il a duré 9 mois. Hein, ce n'est pas un énorme projet, mais assez concret. Voilà les phases de notre projet. Donc, nous sommes partis en fait de l'analyse des compétences et des formations existantes. Donc, nous sommes bien placés en tant que fédération, parce que nous avons accès non seulement à tous les opérateurs cyclo-logistiques en Belgique, mais aussi à l'étranger, donc via des fédérations sœurs qui existent en France et en Allemagne. Ensuite, nous avons identifié les besoins de formation du secteur et on s'est focalisé sur le métier de coursier, donc celui qui fait les livraisons. Et on a établi en fait un programme de formation très complet. Vous allez voir un petit peu dans les grandes lignes ce que ça contient. Et nous avons organisé une formation pilote au Forum, au centre de compétences du Forum à Liège, donc en collaboration avec le Forum et Rayon 9. Et bien sûr, ce projet se termine par une évaluation dans le but aussi de pérenniser cette initiative. Le but n'est pas juste de faire un projet qui s'arrête là, mais de voir comment il va être mené par la suite, comment il va pouvoir être utilisé par la suite. Alors, les résultats concrets du projet, c'est qu'on a un référence complet de toutes les fonctions et compétences nécessaires au développement de la cyclo-logistique. Et on a un programme de formation complet qui a été testé avec des modules à la fois théoriques et des modules pratiques. Donc, c'est très concret. Donc les modules théoriques font appel à... Voilà, on a expliqué ce que c'était le secteur, on a expliqué les droits et obligations du métier de coursier, c'est important. Le code de la route, bien sûr. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Et puis il y a eu les aspects pratiques, donc qui sont faits de manière très concrète chez Rayon 9 dans leur hub. Les aspects manutention des marchandises, l'aspect conduite en toute sécurité, l'aspect ergonomie. Donc voilà, c'est un stage, une formation qui a été suivie d'un stage qui était extrêmement concrète. Et alors il y a eu aussi bien sûr des modèles transversaux, communication, autonomie, soft skills. Voilà, il faut s'imaginer qu'un bon coursier doit être capable de faire face à des événements lors de sa journée, avec des conflits avec des autres usagers de la route. Et il faut faire appel en fait à certaines compétences de ce côté-là aussi. Le résultat, c'est stagiaires formés, retour d'expérience positif. Et ce qui était très intéressant dans ce projet qu'on a mené, bien sûr, grâce à Logistique in Wallonia, c'est qu'on a pu consolider une expertise. Donc nous, on a, en tant que fédération, une certaine connaissance, mais avec Rayon 9, opérateur sur le terrain, et avec le Forum qui apporte toute son expérience, son expertise en formation, avec à faire appel à des modules qu'eux connaissent, maîtrisent déjà, comme par exemple l'aspect code de la route et autres. Voilà, ça a vraiment permis de réaliser ce projet. On a bien sûr eu des défis. Et alors là, je reviens en fait sur l'aspect
sur l'aspect en fait wallon où la cyclogistique doit encore fort se développer. On n'a pas eu tellement de demandes de stages, ça c'est un fait. Donc il y a vraiment encore à encourager le développement de ce secteur en Wallonie. Mais néanmoins, je vois que je suis plus tard le temps, je vais devoir accélérer un petit peu. Oui. Néanmoins, ce projet est vraiment une base, est un socle en fait, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour la suite, nous en tant que fédération, mais aussi Rayon 9 et aussi le Forum. On va pouvoir répliquer maintenant cette formation. Elle est là, elle est concrète, elle est disponible. On a fait le job. Alors, vu que je suis pris par le temps, je devais aller relativement rapidement sur le deuxième projet. Donc le deuxième projet, c'est très simple à comprendre. Le matériel cyclogistique doit être plus robuste. En fait, on a affaire à des transporteurs professionnels qui l'utilisent de manière intensive, des charges lourdes, et donc le but était d'identifier quels sont les besoins d'amélioration de ce matériel, dans le but de réduire ce qu'on appelle le total cost of ownership. Donc c'est vraiment le coût de l'utilisation du matériel, qui n'est pas juste l'achat, mais qui est toutes les réparations et la maintenance. Par la suite, aussi un projet court terme. Alors là, c'est un peu visuel, c'est peut-être plus intéressant, mais vous voyez concrètement à quoi ressemblent les vélos cargo aujourd'hui. Vous avez 2 roues, 3 roues, même 4 roues. Les remorques, vous avez un exemple aussi qui est exposé. Je vais passer un petit peu très rapidement, mais ce qui est très intéressant ici, c'est ce qu'on a fait en 2 mots, une enquête assez vaste, européenne. On ne s'est pas limité à la Belgique, donc on fait appel à de l'expertise venant de l'étranger. Et on a fait après cette enquête, on a fait un workshop avec des constructeurs européens. Donc on a fait ça ici à Liège. On a tout de même eu la présence de constructeurs danois, qui est un des leaders du marché, deux constructeurs hollandais, un constructeur allemand. Donc c'était vraiment une grande première en fait pour le secteur de rassembler ces gens avec des opérateurs et pour échanger. Et c'était une grande première ça. Et tout le monde a trouvé que c'était très utile et qu'il fallait pérenniser ce genre de choses. Et on l'a bien noté. Donc en fait, en 2 mots, j'accélère. En 2 mots, nos recommandations, c'est au niveau des opérateurs, il y a un besoin de plus structurer en fait leur maintenance et de la planifier et d'être mieux formés. Au niveau des fabricants, en fait, très clairement, le matériel cyclogistique est une évolution du matériel qui est utilisé à des fins familiaux, personnels, et qui maintenant est exposé à un usage intense. Donc on doit aller vers du matériel de grade professionnel et robuste, réparable, mais aussi standardisé. C'est très important. Et nous, en tant que secteur, on supporte évidemment les aspects de normalisation, de standardisation, afin que le matériel soit plus facilement accessible et les équipements pour les utilisateurs. Voilà, ça je peux passer. Je veux juste, avant que vous n'applaudissiez, vous remercier pour l'opportunité. De nouveau, la cyclogistique est une solution extrêmement concrète et qui marche. Elle ne demande qu'à se développer. Si vous voulez en savoir plus, notre événement annuel national a lieu le 2 décembre à Bruxelles. Nous diffusons sur LinkedIn, donc vous pouvez le voir éventuellement pour vous y inscrire. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Van de Castel. Vous aurez remarqué que nous sommes passés maintenant dans la phase présentation des actions. On était dans le volet bilan avant la pause, on passe dans le volet présentation des actions. Et nous allons continuer maintenant, et j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Pierre Nigro, qui est expert au SPW-EMI dans la direction des techniques routières, parce que le transport de marchandises commence évidemment et se termine presque toujours sur la route. Et la route, évidemment, il faut la gérer, et le SPW-EMI est au cœur de cette gestion. Et donc, M. Pierre Nigro va nous entretenir justement des impacts et des possibilités d'action du SPW-EMI sur la mise à disposition du système routier. Je vous en prie, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je me présente Pierre Nigro, je travaille à la direction des techniques routières au SPW-EMI. Donc, je vais vous présenter un petit peu des cas concrets d'organisation de chantier ayant un impact sur la mobilité et ainsi que le transport des marchandises, essentiellement au niveau de la circularité des matériaux recyclés, des terres excavées. Donc, pour commencer, quelques rappels théoriques sur le cadre réglementaire. Donc, qu'est-ce qui va
régir tous ces transports le transport de recyclés et la circularité des matériaux, l'arrêté gouvernemental du 5 juillet, ainsi que le cahier des charges type Caliroute. Donc, au niveau de l'article, du décret du 1er mars 2018, dont ça régit essentiellement donc, tout ce qui est circularité des terres excavées, qu'on exige. On va surtout devoir caractériser ces terres, ainsi qu'avoir un focus sur leur traçabilité. Donc, au niveau de ce qui nous intéresse, donc, pour les travaux de voirie, on aura deux grands cas. Donc, le premier qui est le plus vertueux au point de vue environnemental, c'est la réutilisation sur site. Donc voilà, on excave des terres, on les réutilise sur le même chantier. Mais c'est malheureusement pas toujours possible, même c'est assez rarement le cas. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est les réutiliser sur un autre chantier de voirie, idéalement le plus proche possible géographiquement. Mais pour cela, il va bien falloir identifier et tracer ces différentes terres. Pour cela, on va passer par l'ASBL Walter. Donc on va devoir identifier sur le site producteur, se rediriger vers Walter qui va fournir un certificat de contrôle de ces terres. Au niveau du transport, ça va être la même chose. Donc, ça nous concerne un petit peu plus, mais donc le transporteur va aussi devoir contacter Walter pour avoir un document qui va dans ce souci de traçabilité des terres excavées. Et finalement, un acte de réception au niveau du terrain récepteur. Donc, au niveau de Caliroute, ça va essentiellement définir ce qu'il est possible d'utiliser comme matériaux recyclés pour les différentes couches de la chaussée. Donc, en démolition, c'est à peu près, ça va être plus ou moins 100% des couches, des matériaux qu'on va extraire du chantier qui vont, pour bien faire, être réutilisés à d'autres endroits. Et au niveau des sites récepteurs, comme on peut le voir, on permet déjà énormément. Donc, au niveau des sols, on peut avoir un potentiel de 100% de matériaux recyclés. De la sous-fondation, également 100%, aussi 100% pour les fondations, à l'exception des graves bitumes qui se comportent comme un enrobé. Donc là, ça va être un petit peu plus particulier pour les AEB, donc les FRESA. Donc on va permettre 0% pour la couche d'usure pour l'instant, mais on est en train de regarder pour modifier ça. 20% si on veut recycler à chaud sur un lot non identifié, ce qu'on essaye d'éviter un maximum. Et on peut arriver à 50% pour les couches hors couche d'usure pour un recyclage à chaud d'un lot identifié. Et évidemment, le recyclé doit avoir les caractéristiques exigées pour les différentes couches, comme le naturel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai présenté 3 cas concrets. Donc, le premier cas, qui est assez connu, c'est la réhabilitation de l'A4 entre Dossou et Torrent-Baie-Saint-Tron. Donc on est dans les deux voies de circulation. Donc on a 10 km dans chaque sens de circulation, avec une réfection totale de la structure routière, donc jusqu'à la fondation. Donc on a fait en béton armé continu dans le sens vers Bruxelles et en hydrocarboné dans l'autre sens, dans le sens de Bruxelles vers Namur. On a également remplacé les aimants linéaires et on a réalisé la réfection des parkings de l'aire autoroutière d'Austin. Ici, brièvement, donc les structures qui ont été posées de chaque côté, dans chaque sens de circulation, qui étaient prévues à la base. Donc, on n'a juste pas recouvert l'hydrocarboné, le béton armé dans la direction vers Bruxelles. Donc ça a été une décision qui a été faite en cours de chantier. Alors, pour ce chantier, la prise en compte de la réduction des émissions de CO2 a été organisée dès l'adjudication, dans le cadre spécial des charges. On a pris en compte la performance CO2 via un mécanisme de réduction fictive du prix de soumission, donc via l'engagement des soumissionnaires dans un niveau de performance qui est validé a posteriori par un organisme certificateur, forcément a posteriori,
puisque dans l'offre, le soumissionnaire annonce ce qu'il veut faire, qui a été vérifié par la suite en cours et après le chantier. Donc c'était assez positif, puisque tous les soumissionnaires ont présenté un engagement de niveau de performance CO2. Et donc le soumissionnaire qui était retenu, donc l'association momentanée TRB-Avanti, avait un engagement CO2 de niveau 5 qui leur a permis d'avoir une réduction de 6% de leur prix de soumission au niveau voilà. Donc, un des grands moyens qu'ils ont utilisé afin d'obtenir ceci, c'est ils ont réalisé une plateforme de traitement et de recyclage in situ sur l'aire d'autoroute d'Austin. Donc vraiment un centre assez complet, avec un traitement des matériaux béton provenant du chantier, une centrale à béton mobile pour les réutiliser, un site de traitement des fraises à hydrocarbonés et une centrale d'enrobage mobile. Et donc, comme j'ai montré sur la carte tout à l'heure, l'aire d'Austin se situe au milieu du chantier, donc vraiment à 5 km au milieu. Donc quelques photos, c'est quand même assez impressionnant, donc c'est assez étendu. Donc, ici toujours quelques photos, donc on peut voir les différentes, la centrale d'enrobage, la centrale à béton et les différentes aires de stockage également. Donc au niveau de la réduction de l'impact CO2, on peut voir qu'on a traité 652 000 tonnes sur place. Ça équivaut à 22 500 transports de 29 tonnes, donc il y a 22 500 poids lourds classiques. Donc pour mesurer l'impact positif, on a comparé les kilomètres nécessaires via cette création de plateforme de recyclage en place par rapport à ce qu'on aurait dû réaliser comme transport si on s'était servi des sites fixes les plus proches. Et on voit qu'on passe de 60 km sans création de cette aire à 10 km de trajet aller-retour, ce qui nous fait une économie de plus ou moins 2 millions de kilomètres réalisés, ce qui est quand même assez important. Puis ensuite, on va essayer de calculer l'estimation des coûts externes pour la région wallonne, donc via le tableau présenté ici à côté, et on voit qu'en calculant, on obtient une économie de coûts externes d'environ 1 500 000 €, ce qui est loin d'être négligeable. Autre manière de réduire l'impact CO2, ça, je vais passer assez rapidement dessus. Donc pour le moment, on ne permet pas dans Caliroute d'utiliser des gravillons recyclés dans les éléments linéaires. C'est quelque chose qui était décidé de faire au cours de ce chantier. Donc 20% des granulats de béton armé démoli ont été utilisés dans les éléments linéaires tels que les New Jersey. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder aussi. Alors, deuxième cas concret, dans l'aménagement du carrefour de Corbet entre la N4 et la N25. Donc avant, c'était un croisement avec giratoire qui était saturé tous les jours. Donc, on a décidé de supprimer le giratoire, de créer une trémie et pour relier directement la nationale 25 à l'autoroute. Le chantier est en cours pour le moment et ce chantier est assez important au niveau circularité des terres parce que comme on a créé une trémie, on a eu pas mal de terres excavées qui n'étaient malheureusement pas réutilisables sur site. Donc oui, 120 000 m3 à déplacer et plus des 3/4 devaient être évacués du chantier. Donc l'idée c'est toujours d'essayer de limiter un maximum les déplacements pour les réutiliser le plus proche possible. Parce que si on va ainsi aussi avoir un impact CO2 et aussi un impact sur la mobilité, puisque tous les transports de ces terres qui ne sont pas sur la route, c'est toujours un transport en moins pour
pour la congestion et ça améliore ainsi la circulation. Donc, qu'est-ce qui a été fait? On a créé un merlon anti-bruit le long de la 4, à peu près à 4 km du chantier, donc on reste dans des rayons très très restreints. On a quand même pu mettre 75 000 mètres cubes de terre excavée. Les merlons anti-bruit, c'est souvent une bonne solution aussi pour pouvoir réutiliser ces terres ou dans un rayon assez proche. Donc, on économise des ressources au niveau de la circularité des terres. On évite la mise en centre de traitement. Donc, c'est aussi un gain financier. On évite de placer un mur anti-bruit. Un mur anti-bruit, c'est aussi un coût. Et on limite, bien sûr, le transport. Donc, malheureusement, les terres en place n'étaient pas non plus optimales au niveau mécanique. Donc, on a dû rajouter de la chaux pour la tenue de ce merlon. Et on n'a pas pu non plus les utiliser en remblai sous voirie pour le chantier diamant. Donc on a dû faire des échanges de terre avec d'autres chantiers adjacents pour 10 000 mètres cubes environ. Donc on les a échangés avec le chantier de la cyclostrade qui sera celui présenté en 3e point. Donc on a un gain financier plus faible qu'espéré à cause des imprévus. Donc ça, c'était quelque chose qui était préparé bien à l'avance et on voit que même quand c'est préparé à l'avance, on a toujours quelques imprévus qui empêchent une réutilisation optimale, mais ça reste des gains assez importants. Donc le dernier cas concret, c'est la création d'une cyclostrade le long de la E411 entre Overijse et Wavre. Donc on est un peu plus au nord du chantier précédent. C'est quand même un gros projet, parce qu'on est sur 2 fois 2 voies cyclables sur 5 km, donc quand même 4 mètres de large pour une voie cyclable, c'est assez important. On reste majoritairement sur le domaine SPOE, et on a redécoupé le site récepteur pour tenir compte des zones de protection et des captages. Donc, ça, ce sont quelques détails, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc ici, on a la vue en coupe du projet sur une certaine section. On voit qu'on est vraiment à côté de l'autoroute, donc l'autoroute A4, donc c'est la partie gauche où on voit la voiture. Et on a essayé de limiter au maximum tout ce qui était remblai aussi, et tout ce qui, voilà, pour avoir et des blés pour avoir le moins de terre à excaver possible. Et on avait quand même pas mal de remblais, ce qui revient sur l'objectif secondaire de valoriser un maximum les excès de terre des chantiers proches, puisqu'il y en avait quand même pas mal, notamment sur le carrefour Diamant de Corbet. Donc on a eu 30 000 m3 qui venaient d'un précédent chantier sur l'aire autoroutière de Bierge, qui est 1 ou 2 km du chantier de la cyclostrade. 10 000 m3 vont provenir du chantier de Contournement de Jodogne pour une prochaine phase de la cyclostrade, puisque ce n'est pas la seule. À terme, elle va quand même relier, je pense, Bruxelles à Namur. 5 000 m3 de différentes phases du chantier, de prochaines phases. Donc, il y aura aussi des permutations à ce niveau-là, et la permutation avec le chantier du carrefour de Corbet. Pareillement, donc, certaines terres sont de qualité moindre. Donc, on va aussi réaliser des traitements à la chaux, une création de merlons anti-bruit qui a été imposée par le permis d'urbanisme. Et ça, c'est essentiellement les terres de moins bonne qualité qui sont venues du carrefour de Corbet. Enfin, de moins bonne qualité, c'est de moins bonne qualité mécanique. Il n'y a pas c'est pas une question de polluants ou quoi. Ont été utilisés comme remblais dans une zone non structurelle. Donc, comme on peut le voir sur le chantier ici, à droite du schéma. On a un volume de terre à placer assez important, mais qui n'a aucun besoin d'être structurellement portant. Donc, ben voilà. Mais, on dit que je n'ai plus de temps, mais ça tombe très bien. Puisque j'avais fini. Voilà.
Merci Monsieur Nigro pour la présentation. Bon, ici on voit qu'on est dans le domaine de l'action qui peut être portée par les pouvoirs publics. Et la lumière s'éteint à ce moment-là. J'imagine que ce n'est pas un signe. Les pouvoirs publics qui, notamment au travers de cet accompagnement des projets et de projets d'infrastructure, permet d'éviter du transport. Et c'est une des premières sources, évidemment, c'est d'éviter le nombre de kilomètres tonnes parcourus. Et donc, c'est une manière de le faire. Je vais maintenant inviter un autre duo, un deuxième duo, le deuxième duo de la matinée, avec messieurs Karim Abouafès et Sébastien Outrel, respectivement responsables du développement durable et du responsable CAPEX environnement et ressources minérales de la société Holcim. Messieurs, vous avez la parole pour une durée de 15 minutes. Merci. Super. Bonjour à tous, donc Karim Abouafès. Je tiens, avant de commencer la présentation avec mon collègue Sébastien Outrel, remercier donc les équipes d'Act Wallonia, en particulier Béatrice et Alessandra, pour l'invitation. Donc, on va vous parler effectivement... Oh, j'étais un peu trop vite. Voilà, on va vous parler donc de la proximité, de la multimodalité pour limiter l'impact de nos transports chez Holcim Belgium. Donc, Holcim Belgique, comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise qui se situe un peu partout en Belgique. Notre siège est à Nivelles. On fait partie du groupe suisse Holcim Group qui est à Zurich, proche de Zurich. Et donc en Belgique, historiquement, c'est trois secteurs, principalement le secteur du ciment, le secteur du béton et le secteur du granulat. Nous avons également diversifié ces dernières années nos activités dans le domaine des mortiers spéciaux et des matériaux d'isolation de façade afin d'avoir une gamme complète au niveau de la construction durable de notre bâti en Belgique. Donc on a plusieurs sites en Belgique, mais également aux Pays-Bas et en Allemagne, donc pas uniquement que chez nous. Pardon, j'ai peut-être oublié aussi que l'an dernier, et ça je fais un peu, c'est la présentation juste d'avant qui me l'a rappelé, donc on a fait une acquisition d'une entreprise familiale flamande, Marc de Smet, qui est à Grimbergen, qui fait du recyclage donc de granulats. De granulats et de terre aussi. Exactement. Donc on pensait à votre projet tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, donc la multimodalité pour limiter l'impact de nos transports. Alors là, c'est un scan de l'année 2024, donc des chiffres qu'on a mis en avant dans notre rapport de durabilité. On peut voir que la grande majorité, 88% de nos transports se font encore par camion, 13,5% par bateau, donc en voie navigable, et moins d'1% en transport. Et donc les projets que Sébastien va vous présenter, donc le projet de l'EF et le projet à milieu, vont faire en sorte que dans les prochaines années, nous allons bien évidemment augmenter le pourcentage, que ça soit en termes de voies navigables ou au niveau ferroviaire. Alors, un scan un peu plus détaillé de nos activités, principalement pour le granulat et pour le ciment. Donc, le volume total des matières premières transportées a atteint près de 8,8 millions de tonnes donc en 2024. 74% donc dans le granulat, donc c'est vraiment 3/4, la grande majorité, c'est bien évidemment dans le secteur du granulat. 15% dans le secteur du ciment, avec 1,3 million de tonnes. Et bien évidemment, il reste aussi les matières premières naturelles, type argile, sable, calcaire, 10%. Et 1% pour les carburants et matières premières alternatives. Alors, le report modal, on va vous présenter donc deux projets, donc le projet de l'EF et de milieu. Sébastien, je te laisse la parole. Ok, donc la situation du site de l'EF d'abord, pour voir où il est situé. Donc, le site de l'EF, il est situé sur la commune de Dinan, près de l'abbaye de l'EF, d'où le nom du site. C'est un site qui exploite un gisement de roches calcaires. Et au niveau des installations, on produit aux alentours de 850 000 tonnes par an. Ces 850 000 tonnes par an, elles sont expédiées à l'heure actuelle à hauteur de 550 000 tonnes par camion pour des chantiers essentiellement locaux, dont le chantier entre Dossou et Torrent-Bessintron. On a livré 80 000 tonnes sur ce chantier en 2 ans.
Mais il y a déjà quand même une part non négligeable des expéditions qui se font par voie fluviale, puisqu'on exploite 300 000, on expédie 300 000 tonnes par voie d'eau via un quai qui est situé à Mézeray, donc entre Namur et Andenne. Mais pour ça, on a un transport d'approche de 35 km, donc 70 km aller-retour, pour aller charger ces 300 000 tonnes. C'est un site qui produit en 3 pauses, hein, donc il produit aussi la nuit, sauf les week-ends et les jours fériés, et qui emploie une petite vingtaine de personnes, donc essentiellement des emplois locaux, puisque 80% de notre personnel habite à moins de 20 km de la carrière. Et alors c'est un site qui dispose de réserves de gisements très importantes, parce que si on a l'autorisation d'exploiter l'ensemble des terrains de la carrière, ça permet d'assurer l'activité du site pour plus d'un siècle. À ce moment-là, donc, alors on va laisser. je rebondis aussi sur votre intervention précédente avec la centrale mobile de TRBA. Ici, ils ont le projet de venir s'installer pour les 3 prochaines années sur le site de la carrière pour livrer des chantiers justement qu'ils ont obtenus dans la région. Et donc là, il n'y aura même plus de transport d'approche des granulars vers leur centrale vu qu'ils seront directement sur site. Et encore donc un certain nombre de camions qui seront économisés de cette manière-là. Karim, je vais te laisser parler un peu du projet LIFE, si tu veux bien. Oui, effectivement. Donc, on a ce qu'on disait tout à l'heure, donc pendant la pause, on a parlé de ce projet, donc Life Inquiries. Hein. C'est un projet qui est porté donc par l'Union européenne, donc dans le secteur des carriers, donc via la FEDIEX, mais le SPW aussi. Holcim et d'autres entreprises dans le secteur carrier participent à ce projet LIFE. Donc, en gros, l'idée, c'est de maintenir la biodiversité permanente donc dans les carrières, donc la faune et la flore, mais c'est surtout mettre en avant que grâce à l'activité au sein des carrières, il y a une faune et une flore qui vit au sein des carrières. Et donc sans cette activité, cette faune et cette flore ne seraient pas. Donc je reprends la main pour expliquer le projet donc, pour le site de l'EF, donc un projet stratégique qui est axé autour de 3 grands axes, dont une part logistique. Et la première, c'est bien évidemment de poursuivre l'activité du site au-delà de la zone qui est autorisée actuellement, et donc d'étendre la carrière sur un peu plus de 50 hectares vers le nord de la zone où nous travaillons actuellement. Ça va permettre d'assurer l'activité pour 40-45 années. Un deuxième axe qui consiste à construire de nouvelles installations. Donc je l'expliquais tantôt, il y a quelques années, on a obtenu l'autorisation de produire la nuit parce qu'on n'arrivait pas à suivre les chantiers qu'il nous fallait livrer. On n'y arrive toujours pas, donc on doit augmenter encore notre capacité de production. Donc là, on a un projet de construire une nouvelle usine qui va nous permettre de produire 2 millions de tonnes par an. Et tant qu'à construire une nouvelle usine, on va la concevoir pour fonctionner uniquement de 6h à 22h et donc supprimer ce poste de nuit. Et la troisième alternative sur laquelle je vais revenir également dans la slide suivante, c'est de développer une alternative logistique qui vise à favoriser le transport fluvial juste à proximité du site, vu que quand on le voit sur la carte, la Meuse est vraiment tout près de la carrière. Ça va permettre de diminuer le trafic des camions qui vont déjà jusqu'au quai de Mézeray dans les villages avoisinants, et bien évidemment, en favorisant le transport fluvial, nous permettre de réduire les émissions de CO2 liées au transport des marchandises qui proviennent de la carrière de l'EF. Donc en ce qui concerne l'alternative logistique, où on veut vraiment favoriser la Meuse, qui est vraiment tout près du site, ça permettrait d'une part de supprimer le transport d'approche vers Mézeray, donc 300 000 tonnes, c'est 10 000 camions par an, hein, donc ça fait 20 000 passages. Ils viennent à la carrière se charger et puis ils vont quai charger des bateaux. Et d'autre part, toute l'augmentation de capacité de la nouvelle usine, il n'est pas question de mettre des camions en plus sur les routes, on veut vraiment le faire via la voie fluviale. Et donc pour ce site, ça veut dire que la part du transport fluvial serait de 75% du total des expéditions du site. Donc ça fait 50 000 camions qu'on ne mettrait pas sur les routes grâce à l'option du transport fluvial à l'EF. On a calculé que ça représentait une économie de CO2, 3 000 tonnes de CO2 par an. Donc au niveau local, hein, c'est du CO2 qui ne sera pas émis dans la région, ce n'est pas du CO2 qui est compensé ailleurs dans le monde. Et à titre de comparaison, la Bipost Bruxelles a fait une communication il y a 3 ou 4 semaines, je pense, en ayant électrifié toute leur flotte de livraison des colis, des lettres et tout ça. Eux, ils économisent 750 tonnes de CO2 sur l'ensemble de la région bruxelloise. Ici, avec un seul projet, ça permet d'économiser 4 fois plus de CO2 que ce qui est émis par cette entreprise. Alors, ça nécessite effectivement des infrastructures. Il y a des contraintes aussi auxquelles nous sommes soumis, hein, parce que nous sommes dans la vallée de la Haute-Meuse. Donc la vallée de la Haute-Meuse, particulièrement à cet endroit, bénéficie d'un statut de protection paysager, de par la beauté des paysages. Et donc on a essayé de réfléchir à un projet qui avait le moins d'impact possible. Et l'option retenue, c'est de
d'installer une bande transporteuse de 800 mètres de long qui relierait la carrière, les installations de la carrière à la Meuse. Ça évite de devoir avoir un quai avec un ponton de chargement, avec des camions qui doivent venir déverser, donc un minimum d'infrastructure en bord de Meuse. Et également au niveau de l'amarrage des bateaux, un dispositif de duc d'Albe, donc des gros poteaux ancrés dans la Meuse, sur lesquels les bateaux viennent s'amarrer et à partir desquels ils peuvent être chargés directement depuis la carrière. Ça représente quand même 6 bateaux par jour qui devraient être expédiés du site. Donc là, le défi, ce sera effectivement d'avoir la disponibilité logistique pour assurer les livraisons du site. Karim? Alors, donc ça c'était le premier projet, donc le site de l'EF, donc près de Dinan. Et donc là, on est sur le site du milieu, dans l'une des carrières les plus grandes d'Europe, un site vraiment magnifique. Donc c'est à Gorin-Ramcroix. Donc depuis des décennies, donc la carrière du milieu donc est à Tournai, donc bien évidemment est gérée par la Société des carrières du Tournaisis, mais également dont Holcim et la CCB sont actionnaires, comme vous pouvez le lire. Donc aujourd'hui, c'est 170 personnes qui travaillent chez nous, et également, si on prend les emplois indirects, c'est quasi le double, hein, je pense. Oui. Et donc voilà, avec un projet bien évidemment, avec une intégration transfrontalière, car il y a pas mal, on a la frontière franco-belge, et donc pas mal de personnes qui travaillent ici chez nous. Alors, la carrière, elle produit des granulats, comme vous pouvez le lire. Donc là, je vous laisse prendre connaissance du slide. Mais ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que dans ce projet qu'on va maintenant passer en revue, c'est que lui aussi fait partie du projet Life Inquiries dont on a parlé, mais c'est un projet tout à fait innovant qui va alimenter notre nouvelle usine Go4Zero à Mons, à Aubourg, exactement. Donc, il y a deux projets sur le site de milieu. Il y a un projet fluvial, donc, que je vais expliquer, et puis Karim expliquera la partie ferroviaire. Donc là, sur la carrière du milieu, au sein de nos installations, on fait 3,5 millions de tonnes par an. Karim disait que c'était une des plus grosses carrières d'Europe. Au sein de la carrière, qu'on exploite en collaboration avec CCB, on fait 10 millions de tonnes par an. Donc effectivement, c'est quand même une grosse carrière. Donc sur les 3,5 millions de tonnes par an, on livre déjà 650 000 tonnes par la voie d'eau, un quai qui est situé à Vaux, donc à plus ou moins 5 km de la carrière. Et actuellement, ce quai, il est alimenté par également des camions, donc il y a un transport d'approche. Et ça veut dire qu'il y a un peu plus de 20 000 camions par an qui sont nécessaires pour alimenter le quai de Vaux. Ici, on a un projet qui est quand même, où on va quand même devoir investir aux alentours de 20 millions d'euros. Et le projet, il vise, alors on le voit ici sur la slide à droite, c'est la ligne en bleu, c'est construire une nouvelle bande transporteuse de 2 km 200 qui va relier la carrière directement au quai de Vaux. Soit on pourra charger directement les bateaux via cette bande transporteuse, ou sur l'image de gauche, on va mettre en stock des produits au moment où on a moins d'expéditions au niveau de la carrière, donc on va avoir un stock au niveau du quai. Et ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité aussi, et de recharger des bateaux, donc à nouveau via un système de bande transporteuse, via ces installations. Et donc on a l'ambition également d'augmenter les expéditions fluviales du site de 650 000 tonnes à 1 million de tonnes par an, en cerise sur le gâteau, en plus du fait qu'il n'y aura plus du tout de transport d'approche entre la carrière et le quai de Vaux, qui passait quand même devant pas mal d'habitations. Alors, donc ça, c'est effectivement, ici, je vais vous présenter le deuxième projet. Donc là, c'est vraiment la création d'une gare. On crée une nouvelle gare, en fait, au sein du site. C'est assez intéressant et innovant. Donc l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'augmenter nos transports ferroviaires. Et cette gare, elle va alimenter, vous pouvez le voir ici sur la carte, hein, il y a 50 km entre notre site et donc la nouvelle cimenterie Go4Zero qu'on est en train de faire à Aubourg. Et via cette gare, donc, c'est le calcaire qui sera transporté dans un premier temps à partir de la carrière du milieu et dans une quinzaine d'années à travers la carrière. Il y a un autre site qui est en train d'être ouvert de l'autre côté de l'Escaut, qui est la carrière de Bruyelles. Pour l'instant, on livre à partir de la carrière du milieu, parce que pour alimenter une cimenterie, il faut différentes qualités géologiques, et on n'a pas encore atteint toutes les couches nécessaires dans l'autre carrière. Il faudra quand même plus ou moins une quinzaine d'années pour y parvenir. Juste peut-être pour expliquer un peu c'est quoi la nouvelle cimenterie Go4Zero. On est en train de construire un nouveau four, donc ça il sera opérationnel en 2027, qui va permettre de réduire les émissions de CO2 déjà de plus ou moins un quart par rapport à ce qu'on fait actuellement. D'ici 2030, il y aura tout le processus de captation du CO2 qui sera mis en place. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, ce sera la première cimenterie qui est neutre en CO2. Et ça se passe en Wallonie chez nous, donc on peut quand même en être fier. Ouais, top. Exactement. Merci Sébastien pour cette précision, effectivement. La première au monde, hein, si je ne me trompe pas. La première au monde, oui. Ouais, exactement.
Voilà. Alors ici, on a une petite vidéo qu'on voudrait vous montrer. Je ne sais pas si à partir de la télécommande, je peux la connecter. Hop, hop. Ah non, je crois que j'ai éteint. Ok, super. Donc la vidéo, elle explique un petit peu ce qu'on vient de vous expliquer concernant les projets à Midi ici. Donc, une petite map, voilà, pour vous présenter donc la cimenterie à Aubourg et le site de la carrière du milieu. D'une part, vous voyez l'ESCO. C'est impressionnant. Donc ça, c'est la zone de chantier qu'on est en train de préparer pour installer les 2 convoyeurs, donc celui qui va alimenter la nouvelle gare et celui qui va alimenter le quai. Là, on arrive sur la plateforme où les travaux sont en construction pour construire la nouvelle gare qui va nous permettre d'envoyer plus ou moins 4 trains par jour entre le site et la cimenterie d'Aubourg. Donc, parallèlement au premier transporteur qui s'arrête à la gare, donc le deuxième lui continue plus loin pour aller rejoindre le quai de Vaud qui est encore un petit peu plus loin que la gare. Et là on va arriver au niveau de l'ESCO. Donc ça c'est notre quai de chargement actuel où on charge des barges de 2000 tonnes plus ou moins à tourner. Ça c'est des futures installations de réception des granulats qui nous permettront de recharger d'autres bateaux par la suite. La nouvelle carrière qui est en cours d'ouverture.
Donc pour alimenter la gare à partir de la nouvelle carrière, il va falloir qu'on crée en partie un tunnel pour passer en dessous des villages, et puis un viaduc au-dessus de l'Escaut pour faire passer la bande transporteuse pour atteindre les installations de chargement par train. D'accord. On passe en dessous, on passe en dessous. Donc, ici, c'est la fin de la vidéo, mais juste pour vous dire que, enfin, en tout cas chez Holcim, on est convaincu qu'il faut favoriser le transport fluvial, et on a plusieurs projets en ce sens. Et pour vous donner des ordres de grandeur, à l'EF, ça va nécessiter d'investir aux alentours de 45 millions d'euros, 20 millions d'euros pour la bande transporteuse pour le quai et 85 millions pour la gare pour aller jusqu'à Aubourg. Merci. Merci. Merci messieurs pour cette présentation inspirante. Et quand on voit quand l'industrie s'y met, elle peut faire aussi la différence.